Bonjour à tous. Voilà, je suis Yannick Fournier de la société GL Biocontrol et toute l'équipe de GLB se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur l'ATP-métrie d'André Diag. Tout d'abord, je tiens à remercier très vivement tous les intervenants de ce jour qui vont présenter leur retour d'expérience, leur propre retour d'expérience sur le déploiement de notre kit ATP à travers leur collectivité ou au sein de leur exploitation privée. Donc avant de commencer et de leur donner la parole, je voudrais revenir sur le principe de l'ATP-métrie depuis ces quelques années au niveau de son déploiement. Et vous pourrez poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce webinaire grâce au chat qui est mis à votre disposition et on répondra à la fin de toutes les présentations aux questions voilà, s'il y en a et si on a le temps de le faire. Donc, je vais passer voilà, donc je vais revenir sur le déploiement de nos technologies qui a commencé en 2010 sur des applications en eau industrielle et puis en 2014 sur des premiers tests sur la partie eau potable. Aujourd'hui, à ce jour, on a environ 250 villes qui sont équipées de notre technologie à travers des collectivités, donc des villes fonctionnant en régie ou bien en délégation. Et entre deux, nous avons obtenu un contrat de recherche soutenu par la région Occitanie, le programme Redinov, qui visant à déployer, enfin à développer des nouvelles technologies d'analyse microbio sur le contrôle de l'EDCH. Voilà sur cette partie historique. Je vais passer la parole donc à mon collègue Clément, qui va vous présenter, refaire un point sur ce qu'est l'ATP-métrie. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais faire un rappel rapide sur qu'est-ce que l'ATP-métrie. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien cette technologie, mais il y a des nouvelles personnes et des nouveaux arrivants sur cette techno. Donc, je vais refaire un petit rappel rapide en 5-6 minutes. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long. Donc, qu'est-ce que l'ATP-métrie? L'ATP-métrie, c'est une mesure de biologie moléculaire qui va en fait mesurer la quantité d'ATP présent dans un échantillon. Donc, l'ATP, c'est l'énergie disponible dans les cellules. C'est le catalyseur responsable du transfert d'énergie et c'est le témoin de traces de vie. Et l'ATP-métrie va détecter toutes les bactéries présentes dans un échantillon sans discrimination. Il s'agit d'une mesure de biomasse totale. Contrairement à la culture, qui, elle, va voir que les flores revivifiables. Donc, ces flores revivifiables vont être dépendantes de plein de paramètres. Le milieu de culture que vous allez sélectionner, la température d'incubation, le temps d'incubation. Donc, vous n'avez qu'une vision partielle de la biomasse présente dans un échantillon. Et généralement, d'après la bibliographie, cette biomasse cultivable représente de 0,1 à 3% de la biomasse totale. Mais utiliser un indicateur non spécifique qui voit toute la biomasse présente dans l'échantillon a un véritable intérêt dans l'eau potable parce que les traitements qui sont utilisés dans l'eau potable sont eux aussi non spécifiques, comme le chlore, l'ozonation et l'ultrafiltration. Et donc, pour valider cette bonne efficacité de traitement, on va utiliser cette mesure. Et donc, avant un traitement, on peut avoir de la présence de biofilms au niveau des canalisations, la présence de flore planctonique, et on va avoir de la présence d'ATP dans l'échantillon. Et après la désinfection, on a fixé un seuil à 0,1 picogramme par ml qui va permettre de valider que cette biomasse a bien été intégralement détruite et qu'on a bien réussi notre désinfection. Donc, c'est un protocole très, très simple à mettre en place. Il faut moins de 2 minutes pour faire une analyse. Là aussi, un grand avantage par rapport à la culture qui va nécessiter plusieurs jours. Et elle peut se faire directement sur le terrain ou en laboratoire. Elle est faite de 4 étapes. La première étape est d'abord la filtration de l'échantillon. On va
grâce à ça, concentrer les bactéries sur un filtre de porosité 0,45. Ça permet de travailler sur avoir une bonne représentativité de l'échantillon. On va aussi, grâce à ça, éliminer tout l'ATP libre et les inhibiteurs présents dans cet échantillon, ce qui va permettre de ne détecter que la biomasse vivante. Ensuite, on va utiliser une solution de lyse qui va venir directement détruire les bactéries sur le filtre et qui va extraire l'ATP. On va travailler sur l'intégralité de l'échantillon sans aucune étape de dilution. Ensuite, on quantifie l'ATP en utilisant l'enzyme de la luciférase. C'est l'enzyme présente dans la queue des lucioles qui va réagir de manière proportionnelle à la quantité d'ATP. On va utiliser pour ça un luminomètre pour lire cette première valeur. Et un des grands plus de notre technologie, c'est l'utilisation d'un ajout dosé interne. Donc, cet ajout dosé va permettre de standardiser chacune des mesures, de prendre en compte tous les facteurs environnementaux comme le pH, la température, et d'avoir un résultat quantitatif, ce qui va permettre de rendre ce résultat comparable dans le temps, dans l'espace, et même d'un luminomètre à l'autre, quelle que soit la technologie intégrée dans ce luminomètre. Donc, pour interpréter les résultats, on a développé plusieurs approches. Donc, le résultat de l'ATP-métrie, ce sont des picogrammes par millilitre qui peuvent être transformés en équivalent bactéries ou en log de bactéries par ml. Là, on met à disposition soit des logiciels de calcul sous Excel, soit des applications smartphone. Et il suffit de juste rentrer la date ou le point de prélèvement, le volume analysé et les résultats R1 qui sont ceux obtenus directement sur l'échantillon, puis R2 qui sont ceux de l'ajout dosé. Pour aider l'interprétation, hein, les tableurs où l'application va directement vous mettre les codes couleurs, on a développé grâce à des retours d'expérience des seuils qui sont applicables soit sur les réseaux de production d'eau potable où là on va avoir des seuils assez drastiques. C'est par exemple après les sorties de filière, après les désinfections, on a un seuil à 2 et à 3 logs. On a un peu plus de tolérance lorsqu'on est sur le réseau de distribution, comme les châteaux d'eau ou les points de distribution. Alors, on a développé, on fait partie d'un programme qui s'appelle Redinov et dans lequel on a une nouvelle application qui a été développée puisque l'application aujourd'hui disponible ne permet pas la sauvegarde des données. Cette nouvelle application a été débutée en décembre 2021. Aujourd'hui, elle est en test chez des bêta-testeurs qui nous font des retours, des critiques pour améliorer et avoir un résultat, une application la plus efficace possible. Et on espère pouvoir déployer cette nouvelle application à partir de septembre 2022. Donc, les grands plus de cette application, ça va vraiment être la sauvegarde de données, la traçabilité, l'édition de rapports beaucoup plus complets avec l'export d'images, etc. Donc, l'ATP-métrie va avoir dans l'eau potable une large gamme d'utilisations. Elle va permettre l'évaluation des performances d'une filière, comme maîtriser les temps de contact ou adapter des concentrations de désinfection, valider des opérations de maintenance. Ça va surtout avoir comme impact d'éviter les retours de chantier ou de permettre de repositionner des postes de rechloration, par exemple. On va aussi pouvoir faire un suivi, donc une biosurveillance en temps réel de la qualité microbiologique de l'eau, anticiper des dérives, observer des effets anthropiques dans les zones touristiques, par exemple. Enfin, la dernière grande utilisation de cette technologie, c'est la gestion de crise, par exemple une intrusion dans un réservoir, la dégradation d'un élément du réseau ou la gestion, par exemple, d'alerte. Donc, lors de ces retours d'expérience, plusieurs points vont être abordés sous forme de REX sur ces différents cas d'application. Je rends la parole à Yannick. Donc merci Clément. Donc là on va revenir, on va commencer donc les présentations de différentes entités. On va commencer donc par Pierre Pierronne, qui est donc la direction technique nationale Suez, accompagné de Franck Deproy, donc ingénieur qualité eau, où je vais passer la main. Oui, et donc moi je mets la caméra pour l'instant, mais je vais peut-être l'arrêter parce que sur mon écran, je ne vois pas le bas
des Ouais. diapositives. Donc, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Donc, je vais m'effacer peut-être pour laisser Voilà, profiter de l'ensemble des diapos. ça marche. Ok, pas de souci. Donc Et tu normalement, fais c'est toi qui as pareil. la main sur la souris. Oui, bonjour à tous. À vous de jouer. OK. Par contre, j'essaye de changer les diapos. Il y a un petit truc. Ah, ça y est. Donc, tiens, Franck, si tu coupes ta vidéo, juste excuse-moi, pour peut-être, à moins que tu vois l'ensemble de la diapo. Voilà, moi je vois comme ça l'ensemble de la diapo. Et puis peut-être les autres participants. Donc cette présentation, elle introduit l'ensemble des retours d'expérience parce que je rentrerai pas dans les détails. C'est on pourrait dire presque une synthèse ou une introduction, et c'est presque une synthèse des autres présentations, donc qui iront plus dans les détails. Donc au point de vue historique, les Suez France, on a commencé très tôt, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est dès 2014 qu'il y a eu des essais, c'est avec nous. Et on a d'abord étudié d'une manière, on va dire, théorique, bibliographique, l'intérêt de cette méthode. Donc on l'a vu avec présentation précédente, c'est un coût faible et puis une analyse rapide. Alors la présentation précédente pouvait peut-être donner, pour les gens qui connaissent pas trop la technologie, donner une impression que c'était complexe, mais ça l'est pas du tout. Donc c'est vraiment un gros avantage. Et néanmoins, à l'époque en tout cas, il y avait aussi un inconvénient avec la sensibilité des réactifs, ce qui n'est plus le cas. Mais malgré cela, nous avons lancé évidemment les essais de validation, en quelque sorte, de cette méthodologie. Et nous avons eu des différents terrains de jeu. Il y a eu Bordeaux et puis également dans le sud parisien, que j'évoque rapidement sur cette diapositive, puisqu'on avait l'avantage d'avoir un grand réseau de distribution, puisqu'il fait 4000 km, avec à la fois des zones urbaines denses et des zones, on va dire, de semi-rurales. Et des origines d'eau souterraines et superficielles, donc très différentes, et tout ça dans un réseau interconnecté, donc avec des mélanges d'eau dans le réseau, des endroits uniquement avec des eaux souterraines et puis d'autres superficielles. Donc il y a eu vraiment un terrain de jeu idéal pour tester cette méthode. Et pendant à peu près un an, nous avons, avec l'aide du CIRCE, le CIRCE c'est le centre de recherche de Suez Environnement, de l'époque et maintenant de Suez, et qui a des experts en microbiologie et qui connaissent les technologies. Donc on a utilisé ces installations pour faire des mesures sur les eaux brutes, sur les différentes étapes du traitement, sur le réseau de distribution à différents endroits avec différents temps de contact, avec des âges d'eau donc plus ou moins longs, avec les stockages dans les réservoirs qui peuvent aussi avoir des comportements un peu particuliers. Donc on a fait tous ces essais. Et on a conclu au bout d'un an à peu près que la méthode marchait bien. Alors marchait bien, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait déjà ce que j'appelle une cohérence avec le processus eau potable, c'est-à-dire que dans l'eau brute, on trouvait plus d'ATP que dans l'étape de décantation, et à la filtration, on en trouvait moins, et puis dans le chlore, dans l'eau chlorée encore moins. Et puis sur le réseau de distribution également, il y avait des corrélations avec les temps de séjour, avec le chlore résiduel. Donc il y avait une cohérence, donc ça donnait confiance. Ça permettait d'avoir on pourrait appeler ça une carte d'identité microbiologique du processus de production et de distribution d'eau potable, et également à l'intérieur d'une usine de production un peu complexe avec différentes étapes. Et en particulier, sur ce cas de figure qui a été testé, il y a une usine avec de l'ultrafiltration, et on a vérifié pour voir s'il y avait des indications de casse de fibres grâce à cette méthode. Alors c'est pas quand il y a une seule fibre qui est cassée qu'on voit une grosse différence. Néanmoins, ça montrait que il y avait une corrélation également entre l'état des modules, l'état de l'ultrafiltration, et la mesure d'ATP.
Et puis un autre cas, ce qui a été évoqué précédemment, ce qu'on peut appeler ces situations de crise, mais même avant d'être dans la crise, les situations où la qualité d'eau brute se dégrade fortement, on peut toujours se poser des questions sur l'efficacité de la chaîne de traitement dans ces cas où on pousse un peu les performances d'installation. Et donc, ça a permis de vérifier qu'en fait, on peut mesurer l'efficacité, quelle que soit la qualité de l'eau brute. Donc, ça permet d'avoir à la fois une meilleure gestion des installations, mais aussi une confiance. Et c'est important, évidemment, vous le savez, à la fois pour les consommateurs, mais évidemment pour l'exploitant, qui doit savoir ce qu'il fait. Et puis, comme je voulais indiquer, la méthode est très adaptée au terrain, donc c'est une méthode facile. Et face à ces constats, nous avons décidé, chez Suez Eau France, de la généraliser pour l'ensemble de la France, alors sans l'imposer, hein, chaque exploitant suivant son contexte le fait ou pas, mais nous avons commencé à l'utiliser, on va dire, un peu partout. Et donc, alors, je ne sais pas si ça passe les diapos. Voilà. Ah bah tiens, je me suis remis. Je vais m'enlever pour mieux voir. Voilà. Ah bah, je suis toujours à la diapo. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer à la diapo suivante là. Voilà. Donc les applications chez Suez Eau France, eh bien, elles ont été évoquées précédemment, mais rapidement, on les a on l'a appliqué pour les interventions sur réseau de distribution, que ce soit lavage de réservoir ou travaux, remise en service des canalisations. Donc l'évolution d'une chaîne de traitement, comme le graphe qu'on a sur la droite, qui montre l'évolution des mesures d'ATP le long d'une chaîne de traitement avec filtration, ozonation, etc. Donc on le voit. Donc on peut faire moi j'appelle une cartographie des réseaux de distribution, c'est-à-dire de voir s'il y a des zones qui peuvent être, on va dire, mortes, des zones qui sont en permanence très bien désinfectées. Et puis dans les situations de crise, hein, on va dire des inondations, des pollutions à la fois de réseau ou d'un forage, par exemple, ça permet de gérer et de suivre tout ça. Et toutes ces applications montrent évidemment qu'on peut l'utiliser pour la mise en œuvre des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, les fameux PGSSE, puisqu'on peut gérer les interventions, on peut maîtriser la qualité d'eau à la fois en préventif, avec les cartographies de réseau par exemple, et puis en curatif, et puis aussi dans le sens de processus au quotidien, on peut faire tout ça. Et donc toute cette liste fera l'objet des présentations plus détaillées des confrères et consoeurs après. Donc c'est pour ça que ces présentations servaient d'introduction. Et donc juste maintenant, on va voir un retour d'expérience présenté par mon collègue Franck Deproy dans les Hauts-de-France. Donc Franck, je te laisse la main. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, donc si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc ce premier retour d'expérience que je vous présente montre l'intérêt de la mesure ATP en outil complémentaire terrain, comme disait Pierre. Nous avons eu, dans cet exemple, nous avons eu il y a un an, c'était un mardi vers 16 h, un appel de l'ARS pour nous indiquer la restriction d'une ville de 10 000 habitants qui était en signature, la restriction pour une non-conformité bactério. Donc rapidement, nous avons, avec les exploitants et la direction technique, fait un plan d'action. Nous avons contrôlé la chloration. Donc sur le graphe, vous voyez le graphe, donc la chloration était correcte et à un niveau élevé, donc il n'y avait pas de problématique au niveau de la désinfection. Nous avons envoyé des équipes sur le terrain pour faire une enquête chez le client et aussi des analyses chlore et ATP chez le client et sur le réseau. Ces premières mesures, vous voyez la mesure où était le client, le poteau incendie où nous avons les premières relèves, et sur le poteau incendie, donc le chlore était correct à 0,67, donc un chlore élevé, et une mesure d'ATP à 1,2 log avec un référentiel sur le réseau de 2,5, donc l'eau distribuée était de bonne qualité. Chez le client, la mesure ATP que nous avons fait était correcte, inférieure à 2,5. Par contre, faible taux de chlore libre, inférieur à 0,05 microgrammes par litre,
qui montraient une consommation importante de chlore. En fait, les équipes qui ont été sur place ont fait une enquête, ont fait les mesures, et avec ces valeurs-là, ils ont demandé la permission au client de suivre les canalisations, et ils ont trouvé un filtre, que vous voyez, un filtre sable que le client ne connaissait pas. Donc le client, ça faisait plusieurs années qu'il était là, il n'avait jamais changé son filtre. Donc le problème était vraiment un problème de réseau intérieur. On a fait des échanges en continu avec l'ARS et la collectivité sur l'enquête et sur les analyses. Et vers 17h30, l'ARS nous indiquait l'annulation de l'envoi de la restriction. Donc ça, c'était grâce à ces mesures chlore et ATP qui nous ont permis de montrer que la qualité de l'eau, était de bonne qualité et que le problème venait du réseau interne du client. Le deuxième exemple, c'est sur les interventions réseau. Donc pour la désinfection, donc avant la mise en service d'une canalisation neuve, on fait une purge et une désinfection. Ce qui était classique avant, c'était de prendre un échantillon et l'envoyer dans un laboratoire agréé pour avoir une analyse bactério. Dans ce cas-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une mesure d'ATP en parallèle, une mesure d'ATP et une prise d'échantillon pour envoi au labo pour comparaison. La valeur d'ATP était à 4,5 log. Donc, c'est une valeur très élevée qui nous a alerté sur le risque de contamination de la canalisation. Donc, nous avons décidé, avant le retour de l'analyse, nous avons décidé de purger de nouveau la canalisation et de faire une nouvelle désinfection. La nouvelle mesure ATP a validé la qualité bactérienne de l'eau, donc la qualité de la désinfection. Nous avons pris de nouveau un échantillon que nous avons renvoyé aussi au laboratoire agréé. Et donc là, ce que va vous montrer, ce qu'on est en train de défiler, c'est un peu l'animation du gain qui a été fait grâce à la mesure ATP. En J+3 par rapport à la fin de la première désinfection, donc en J+3, la mise en service était possible parce qu'on avait une ATP à 0,72, inférieure aux 2 log ou 2,5 log, alors que par rapport à la méthode classique dans les laboratoires agréés par des mesures laboratoires, nous aurions eu simplement une alerte au bout de 3 jours. Nous aurions au bout de 5 jours, et après, là, on ne prend pas compte des week-ends aussi. Hein. Parfois, le week-end, ça peut prendre 2 jours de plus. Nous avons fait de nouveau une purge. Nous aurions fait de nouveau une purge, un nouveau prélèvement. Et nous aurions eu la mise en service possible de la canalisation à J+8. Alors que dans notre cas, à J+3, on aurait pu le remettre en service. On ne l'a pas fait, bien sûr. Hein. On a repris un échantillon, on a refait une analyse laboratoire qui nous a permis d'avoir la canalisation disponible pour la mise en distribution à J+6 au lieu de J+8. Donc, ça a permis une anticipation de 5 jours par rapport à la culture. Voilà, voilà les deux retours d'expérience que je voulais échanger avec vous. Merci. Et donc, on voit que l'exploitant y trouve un grand bénéfice. Et par contre, il y a d'autres parties prenantes qui doivent être impliquées, alors les collectivités, hein, pour qu'elles aient confiance, mais aussi et surtout les autorités sanitaires. Donc c'est pour ça que Franck disait que pendant le dernier retour d'expérience, ça n'avait pas été remis en service immédiatement parce qu'il fallait que tout le monde soit bien d'accord sur l'absence de risque. Et on peut constater que les ARS ont des positions différentes les unes des autres. Certaines ont très confiance, l'acceptent, et puis d'autres veulent respecter uniquement les paramètres réglementaires, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et donc, il y a des appréciations différentes, et vous verrez que dans les retours d'expérience suivants, que certaines ARS sont partantes, et puis peut-être d'autres un peu moins. Donc, ça sera... Alors, il est possible que les évolutions réglementaires à venir puissent aider à prendre en compte ces mesures d'ATP-métrie dans le cadre d'un futur arrêté de la Direction générale de la santé qui est en gestation, hein, qui n'est pas encore sorti et qui sortira, on verra ce qui sera écrit dedans. Mais c'est un arrêté qui va encadrer la surveillance de la qualité des eaux par les PRPDE. Et alors, je vous rappelle que la surveillance est une obligation
prévu dans le Code de la santé publique. C'est-à-dire qu'un exploitant, un PRPDE, doit maîtriser son système en faisant de la surveillance de la qualité de l'eau. Et cette surveillance, évidemment, doit être aussi en relation avec la PGSSE. Donc ça, c'est l'idée du prochain arrêté. Et il est, j'ai envie de dire prévu, en tout cas envisagé que dans cet arrêté, les mesures de terrain, comme la TP-métrie, mais pas seulement, mais les mesures de terrain qui donnent des résultats rapides puissent être pris en compte et, j'ai envie de dire, acceptés par les autorités sanitaires, puisque cet arrêté de surveillance, ça veut dire on encadre les analyses pour que les autorités sanitaires aient confiance dans les résultats et puissent prendre des décisions. Il s'agit pas, c'est pas quelque chose qu'on écrit sur un bout de papier sur un bureau et que le responsable d'usine vérifie de temps en temps. Non, c'est des documents, des résultats qui doivent être officiels. Et donc ces mesures pourraient être prises en compte dans la surveillance et par les autorités sanitaires, mais à la condition que ces analyses soient dans le cadre d'un système de gestion de la qualité, c'est-à-dire par exemple être ISO 9001, par exemple. Et ce qu'on peut comprendre, puisque c'est des mesures qui sont faites rapidement et il faut être certain que les gens soient formés, qu'il y ait une traçabilité, et donc il faut que ça soit bien encadré. Donc c'est possible que ces méthodes qui sont actuellement principalement pour le bénéfice des exploitants puissent devenir acceptées et donc partagées par l'ensemble des parties prenantes travaillant sur les systèmes d'eau. Et donc maintenant, je vais laisser les autres confrères et consoeurs présenter les retours d'expérience qui vont s'appuyer sur, qui vont raconter un peu en détail ce que j'ai présenté en introduction à l'instant. Donc à plus tard s'il y a des questions. Très bien, écoute, merci beaucoup Pierre de ces informations et Franck de ton retour d'expérience. Alors on va tenter, parce que je crois qu'il y avait peut-être un petit problème de son, mais on va regarder si ça se règle pour passer la parole à Florence Potier, à direction technique nationale de chez Veolia, qui en effet va poursuivre en effet la présentation si jamais tout fonctionne bien de son côté. Ah, on a toc. Alors Florence, je ne sais pas si tu nous entends et si tu peux prendre la parole. Parce que je crois que tu as un souci de son. Donc on tente là une connexion. Est-ce que Adeline, toi tu peux prendre la parole de ton côté? Oui. Donc, Adeline, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, Adeline, on t'entend. Il y a juste Florence, donc on n'entend pas. Adeline, qui est donc ingénieure qualité eau chez Veolia Eau. On essaye, voilà, on t'a passé la main sur le slide de Veolia. Pas de souci. En espérant que peut-être Florence. Alors, je ne sais pas si tu pourras parler au nom de Florence si elle n'arrive pas à se connecter au niveau du son. Elle va y arriver, je pense. Mais tu peux commencer à défiler si tu veux, comme ça on perd pas de temps. Voilà. Il y a cette partie-là. On essaye de faire ce qu'on peut, mais je pense que c'est son son qui ne fonctionne pas. Ouais, donc là, je pense qu'elle a fait quelques éléments de contexte par rapport aux exploitations de Veolia en France et sur le monde. Je pense que je vais pas repartir sur les chiffres, hein, mais c'est vrai que la TP-métrie, nous, d'un point de vue général, les points d'attention qu'on avait sur la partie bactériologique, notamment. Non, si tu reviens en arrière, s'il te plaît. En fait, la TP-métrie a été déployée chez Veolia pour suivre les points de vigilance. C'est pas grave si tu reviens pas en arrière. Mais en gros, on a commencé en fait à le déployer parce que justement il y avait ce besoin sur le terrain, comme l'a dit notre confrère, au niveau de l'exploitation en fait, de pouvoir réagir rapidement face à une pollution potentielle microbiologique. Et puis en effet, suite à la future directive cadre qui va bientôt sortir et qui va être bientôt transposée en droit français, notamment vis-à-vis des exigences donc des PGSSE, c'est vrai que d'avoir une analyse rapide de l'état microbiologique de l'eau, ça a tout son sens quand on veut faire une étude de risque et une étude de vulnérabilité de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Tu peux continuer, passe à la
Donc oui, en effet, il y a beaucoup d'outils qui existent. Chez Veolia, on a notamment testé la cytométrie de flux, la mesure de l'activité enzymatique spécifique. Mais en effet, la principale difficulté, c'était de savoir interpréter les résultats et de choisir le bon outil qui soit adapté à la situation et aux besoins du client et de l'exploitant. Bon, on s'est aperçu par ces tests qu'en effet, l'outil idéal n'existe pas, que chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et que donc chaque méthode doit être adaptée au contexte dans lequel on l'utilise. Alors aussi, en effet, à noter qu'une ligne de base doit, quelle que soit la méthode, être réalisée. En effet, on s'aperçoit qu'avec l'ATP, quand on l'utilise, ce que vous avez présenté, Clément, au niveau notamment des échelles de mesure, nous, en testant, on s'aperçoit que d'une qualité d'eau à l'autre, en fonction de la matrice de l'eau, en fait, les échelles peuvent varier légèrement parce que la matrice de l'eau est de telle ou telle caractéristique, je dirais, en fonction des territoires et puis de sa ressource notamment, du contexte aussi du réseau et de l'usine de production. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc l'ATP répond à de nombreuses exigences. En effet, le temps de détection qui permet en quelques minutes d'avoir un retour de l'état à l'instant T de la qualité de l'eau au niveau microbiologique. En effet, la sensibilité, le coût, nos confrères l'ont dit, les premiers réactifs étaient un petit peu compliqués à stocker puisqu'il fallait les mettre dans un congélateur et donc les sortir un petit peu en amont de la mesure. Aujourd'hui, c'est plus le cas et donc on part sur le terrain avec sa mallette et on peut faire des analyses assez rapides et sensibles pour le coup. Au niveau du coût, en effet, on est quasiment à 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'une analyse standard au laboratoire. Donc ça a son intérêt aussi. Et enfin, plusieurs kits ont été testés. En effet, il y a GL Biocontrol et puis il y a d'autres fournisseurs avec qui on a pu travailler, avec qui on a testé justement leurs appareils. Donc j'ai parlé des réactifs. En effet, GL Biocontrol présente cet avantage-là, avec aussi une limite de quantification plus basse, une application qui permet d'interpréter les résultats tout de suite sur site et même de pouvoir éditer des rapports qu'on peut envoyer tout de suite sur le terrain. Et puis un contrôle interne qui est inclus aussi pour valider le résultat. Et ça, c'est très pratique. Donc là, c'était un peu le contexte. Je vais vous parler aussi un petit peu des cas un peu plus concrets de comment on les a utilisés. Pourquoi on a utilisé la TP-métrie, pardon. Donc on l'a utilisé dans le cadre de la gestion de crise et de levée de non-conformité. On gère quelques exploitations sur le périmètre des Alpes et c'est un secteur qui est très sujet à des pollutions microbiennes de par la nature en fait des ouvrages. Donc on a eu une suspicion de gastroentérite dans un centre de loisirs en mars 2022. On a été contacté par l'ARS qui nous a demandé en fait d'intervenir et de voir justement d'où pouvait venir le problème. Et donc on a réalisé des tests ATP sur toute la chaîne, donc depuis la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Et ces tests ont donc permis de cibler que le problème venait du réseau privé, et ça en l'espace de 1 heure, alors que si on avait fait des analyses microbiologiques standards au laboratoire, il aurait fallu attendre 48 heures, voire 72 heures pour avoir les résultats. Donc ça, c'était par rapport à la suspicion de gastroentérite. Et puis on se sert de la TP-métrie aussi pour lever des non-conformités, ou du moins pour se qualifier la non-conformité plutôt, en se disant si on a une non-conformité bactériaux, alors c'est plutôt sur des niveaux de coliformes, qui est une référence dans le code de la santé publique, mais des niveaux qui sont plutôt faibles. Ça permet en fait tout de suite de voir si le problème vient pas du point de prélèvement ou voire même de l'échantillon qui a été fait. En tout cas, ça évite encore une fois de faire un nouveau prélèvement dont le résultat va arriver au bout de 48 heures à 72 heures pour lever la non-conformité. Donc, comme l'a dit aussi nos confrères de Suez, quand on a des restrictions aussi de distribution avec l'ARS, la TP-métrie peut être un outil qui permet de soit lever la restriction assez rapidement, soit voire même de ne pas la mettre en place. Et donc sur la Savoie, et mes collègues aussi l'ont très bien dit, certaines ARS sur notre périmètre ne connaissent pas forcément la TP-métrie. Nous, on essaye de les accompagner avec GL Biocontrol et puis d'autres partenaires pour leur en parler. Et c'est vrai que là, sur le secteur de la Savoie, l'ARS 73 connaissait la technique, donc quand on leur a parlé des résultats sur cette non-conformité ou sur la suspicion de gastroentérite, ça a permis déjà ils avaient confiance en cette technique, donc on leur expliquait quelque chose qu'ils connaissaient déjà.
Voilà, slide suivant, s'il te plaît. Alors, comme mes confrères de Suez, on a aussi testé la TP-métrie pour les lavages de réservoirs et les désinfections de conduite. Donc, même principe, on utilise l'ATP tout de suite avant la remise en service du réservoir, parce que dans certaines configurations, on est obligé de le remettre en service immédiatement. On ne peut pas attendre en fait d'avoir le résultat du laboratoire. Donc, la TP-métrie nous permet de valider la bonne exécution du lavage et de la désinfection de conduite. On s'aperçoit que sur des DSP en fait en lien avec les ARS et avec les collectivités, la mesure d'ATP peut suffire pour la remise en service. Sur les prestations de service, c'est un peu plus compliqué puisqu'on peut avoir des exigences contractuelles de résultats de laboratoire COFRAC. Ensuite, sur au niveau de l'utilisation, les exploitants trouvent que c'est un très bon appareil, que c'est très ergonomique, qu'on peut l'utiliser donc sur le terrain, mais on peut aussi faire des analyses au bureau. Dans certains cas, c'est même plutôt privilégié parce qu'en effet, c'est pas forcément évident de manipuler les réactifs et puis la partie filtration, etc. sur le terrain. Le retour qu'on a aussi, c'est que l'ATP devient de plus en plus un réflexe, au même titre que les mesures de chlore, de turbidité, de température. Et on commence à avoir aussi un peu un retour sur certaines situations, comme par exemple sur une installation UV. Quand on fait une mesure d'ATP en sortie d'installation UV, il faut attendre quelques minutes avant de réaliser l'analyse pour avoir un résultat qui soit effectif. Slide suivante. Donc, on a ensuite testé l'ATP-métrie pour surveiller la qualité de l'eau de manière globale, notamment pendant la période Covid. En fait, pendant la période Covid, ça a été très compliqué de pouvoir aller faire des prélèvements d'autocontrôle et puis pour les ARS de pouvoir aller faire des contrôles officiels puisqu'il fallait aller chez les gens et donc en période de Covid un peu compliqué. Donc en concertation avec eux, on avait décidé de faire des mesures d'ATP en fait complémentaires sur différents points du réseau. Alors malheureusement, les points du réseau accessibles sont les poteaux incendies, qui sont pas forcément des points de prélèvement idéal, mais on avait conçu en fait un système qui a permis de faire des prélèvements en pouvant justement flamber le point de prélèvement et s'affranchir, je dirais, du contexte un peu microbiologique du poteau incendie. Et ce suivi en fait a permis de voir déjà de valider que notre eau était de bonne qualité microbiologique en période de Covid, c'est-à-dire sans pouvoir aller faire des contrôles chez les consommateurs. Et puis on en a profité puisqu'on a fait toute une batterie d'analyses, on en a profité pour voir avec la modélisation comment l'ATP se comportait et on a pu remarquer que les mesures d'ATP correspondaient bien en fait à la modélisation qu'il y avait sur le réseau. Donc forcément l'ATP était plus forte dans des points de réseau qui sont plus éloignés qu'en sortie de production. Voilà, et puis ça a donc permis de rassurer aussi bien les ARS que la collectivité pendant la période de Covid. Voilà les REX terrain que nous avons pu mettre en avant. Je vous repasse la parole. S'il y a des questions, à votre disposition. Oui, merci beaucoup Adeline de Terex et puis merci en tout cas aussi à Florence qui a tout fait pour essayer de faire fonctionner le son. En effet, donc tu viens déjà, il y a eu quelques questions sur le chat concernant en effet la reconnaissance par les ARS de la techno ATP dans certaines figures. Tu viens de répondre déjà un petit peu qu'en effet la Savoie est assez ouverte un petit peu parce que ça fait plusieurs années qu'on accompagne des collectivités comme Suez, Veolia sur ce territoire et en effet, on a pris le temps et d'ailleurs, il y a des personnes là-bas, les Savoie, qui sont très ouverts et ont été à l'écoute, ont bien compris l'intérêt de la techno. On va passer du coup sur justement, c'est compliqué de vous dire voilà toutes les ARS en effet qui aujourd'hui acceptent cette techno, mais justement on va passer la parole du coup à Jean-Noël de Aquapublica, la régie des eaux bastiaises, qui justement va nous dire un mot au cours de sa présentation sur ce qu'en pense l'ARS de Haute-Corse. Donc Jean-Noël, si tu nous entends et si tout va bien pour toi, écoute, je te laisse la parole. Je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Eh bien, écoute, je t'entends très, très bien. Voilà, écoute, tu as la main normalement sur les slides pour les faire défiler. Ok, on va essayer. Alors, bonjour à tout le monde déjà. Alors, nous, au niveau de Bastia, qui est une petite régie des eaux, on est des anciens de la Générale des eaux.
puisqu'à l'époque, ça s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. C'est une régie qui a été fondée dans la précipitation, avec des politiques, vous êtes tous bien placés pour savoir ce qu'il en est généralement. Donc, c'est une régie qui a été, la délibération est intervenue en octobre 2015 pour une mise en place le 1er janvier 2016. Donc, c'était très compliqué. Ça a été de très bonnes fêtes de fin d'année 2015 pour mettre en place cette régie et qui aujourd'hui fonctionne. Et parmi les points que l'on cherchait à améliorer et les points que l'on cherchait à mettre en place, c'était bien sûr une méthode de terrain pour nos gars qui sont confrontés à différents problèmes que l'on va voir sur les différents slides. Donc, la quantification par atypémétrie aujourd'hui, c'est un… Alors, je vais essayer de faire défiler. Oui, ça marche. Alors, l'ATPmétrie est devenue donc aujourd'hui un outil de travail quotidien de référence au niveau des points de production, donc sur les usines, sur les forages, sur l'écloration au niveau des sources de montagne, au niveau du réseau, au niveau des réservoirs et au niveau des abonnés. Il intervient dorénavant dans tous nos diagnostics en amont des analyses bactériologiques du laboratoire départemental agréé lorsqu'elles sont nécessaires et non plus en complément. Alors, nous avons eu la chance de rencontrer en début d'année l'ingénieur sanitaire de la RS2B, qui est M. Grandjean, et qui, lui, connaissait déjà la TP-métrie et qui a de suite été ouvert à cette technique, bien sûr, parce que le temps de réponse étant extrêmement court, c'était intéressant. Puis pour nous, exploitants, c'était très intéressant, parce que comme on est une petite régie pour 27 000 abonnés, on n'a pas de laboratoire, ou un laboratoire qui bricole, mais qui ne fait pas d'analyse type D1, D2, et toutes nos analyses étaient sous-traitées à un laboratoire départemental agréé. Bon, et le coût, vous imaginez rapidement pour nous ce que ça représentait, et ce qu'aujourd'hui, avec la TP-métrie, ce que ça représente. Donc, le premier exemple que je voulais vous présenter, c'était au niveau de l'usine de traitement des eaux. Au quotidien, aujourd'hui, on arrive à avoir des mesures, un bon suivi, parce qu'on a une usine qui est au pied d'une vallée, un bassin versant qui est assez encaissé, où les orages sont assez violents. Ceux qui travaillent en montagne connaissent bien ce genre de phénomène. Et donc, avec des hausses de turbidité, une hausse de charge bactérienne à chaque fois que la météo change. Donc, il est important pour l'agent qui travaille sur l'usine, qui est de permanence, ou l'équipe qui est au quotidien, de savoir à quoi ressemble l'eau. Alors, c'est facile de voir la turbidité, mais la charge bactérienne à l'entrée de l'usine, c'est jamais très, très évident. Donc, depuis qu'on a mis en place la TP-métrie, on peut voir aujourd'hui à quoi ressemble l'eau, quelle est la charge bactérienne de l'eau à l'entrée de l'usine, et puis tout au fil du traitement, après le décanteur, après les filtres, après la tour de contact, on arrive à avoir une valeur en sortie d'usine qui, bien sûr, nous permet de dire que l'eau est conforme et on retrouve cette qualité tout au long du réseau quand il n'y a pas de souci. Ensuite, là, c'est un exemple qui a été pris au niveau d'une amenée gravitaire. Lorsque, au niveau de certaines grosses périodes d'orage, on a le débit de l'eau qui augmente assez rapidement. Alors, ça filtre un peu comme partout ailleurs, mais on a souvent une qualité d'eau qui change. Et lorsqu'on travaillait un peu avec les agents les plus anciens, alors, eux, ils ne cherchaient pas trop à comprendre, vous montez, vous augmentez le chlore, puis on avait des doses de chlore qui étaient assez épouvantables. Et aujourd'hui, avec la TP-métrie, on a réussi à adapter vraiment le traitement sans exagération, ce que je mets dans le slide, pour contrer donc cette charge bactérienne en temps réel. Et bon, c'est important parce que nous ici, au niveau du relief corse, on a beaucoup d'amenées gravitaires à traiter et souvent lorsqu'il y a des orages, le débit augmente de tous les côtés et on ne peut pas passer courir à droite à gauche, j'augmente le 3 grammes par ici, 10 grammes par là. Donc au niveau du terrain, il y a vraiment une analyse fine qui est faite et une adaptation du traitement. C'est en cela que la TP-métrie aussi nous rend de grands services. Ensuite, sur les travaux neufs et sur les canalisations, ça c'est quelque chose que l'on a imposé aujourd'hui à tous nos sous-traitants. Donc la mise en service n'est validée qu'après un contrôle du taux de chlore, de la turbidité et une mesure par ATP-métrie. Donc là, systématiquement, dès qu'il y a des nouveaux chantiers ou lorsqu'il y a une casse sur une canalisation et tout, après le rinçage, il y a toujours un test, une mesure d'ATP-métrie avant la remise en eau. Parce que souvent, on n'a malheureusement pas la chance d'avoir un réseau très, très important. C'est une canalisation qui alimente un village, un hameau, un lotissement.
Et quand cette canalisation elle est coupée ou qu'il y a des travaux qu'il faut la réparer, et on a obligation de s'assurer de la potabilité de l'eau avant de remettre en service. Donc, on ne peut pas attendre, comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'était Adeline qui disait ça, on ne peut pas attendre 24 ou 48 heures, voire plus, pour qu'une analyse D1 nous donne la qualité bactériologique de l'eau avec la TP-métrie, et ça a été validé donc par l'ARS, comme je disais précédemment, on peut remettre en eau très rapidement dès la fin des travaux. Ensuite, voilà. Ah, ça c'est un exemple qui est assez marquant au niveau de l'autocontrôle. C'était M. Pierron qui en parlait tout à l'heure. Les enjeux d'autocontrôle conformément au Code de la santé publique, en effet. Donc, il nous permet de vérifier nous, tous les jours, manuellement ou automatiquement, la qualité de l'eau distribuée à la sortie de différents points de production et au niveau des derniers abonnés. Donc, nous avons, comme sur la plupart des réseaux aujourd'hui, des analyseurs de chlore en continu qui sont reliés à des centrales de supervision et qui nous renvoient à différentes alarmes. Ça, c'est un exemple qui s'est passé le 16 mars dernier. On a l'agence d'astreinte qui a reçu une alarme sur un secteur en disant taux de chlore bas. Donc, il intervient, il va voir ce qui se passe, pourquoi le taux de chlore est bas. Il marque, là où c'est entouré d'un petit cercle rouge, il marque, lui, une information qui est la suivante. Le 16.3, il a pratiqué donc une analyse d'ATP et il a demandé donc au laboratoire départemental agréé de faire une analyse, une D1. Alors, pourquoi sur cette zone-là, pour l'instant, ça fonctionnait comme ça? Parce que c'était une zone sur laquelle il y a une maison de retraite. Et comme il y a des zones sensibles, là où il y a des écoles, des maisons de retraite, des hôpitaux, systématiquement, jusqu'à présent, lorsqu'il y avait un souci, on faisait une analyse D1 pour s'assurer, pour comprendre un peu ce qui se passait et pour voir si la qualité de l'eau était bonne ou pas. Là, bien que le taux de chlore soit bas, comme on était sur une apnée gravitaire où il n'y a pas vraiment de charge bactérienne importante, donc la TP-métrie nous indiquait que l'eau était bonne et l'analyse réalisée par le laboratoire départemental agréé démontre là aussi que ce même jour, l'eau distribuée à cet endroit aussi était bonne. Donc aujourd'hui, donc depuis notre rencontre avec l'ingénieur sanitaire depuis notre rencontre avec l'ingénieur sanitaire de l'ARS de B, donc on est passé donc à la phase 2. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la peine sur une zone comme celle-ci de faire une analyse D1. L'ATP suffit. Pour nous, c'est un grand progrès et surtout économique. Ensuite, durant la campagne de lavage des réservoirs, là aussi, donc après le nettoyage, un premier rinçage, la désinfection et le rinçage final, une mesure de la flore totale est réalisée et c'est elle qui va valider la distribution de l'eau dans la zone concernée. Là aussi, c'est très rapide parce que souvent, on n'a pas de plan B pour alimenter une zone, c'est le réservoir. Une fois qu'il est lavé, on remet en eau pour que les gens puissent avoir de l'eau en rentrant chez eux. Alors, ensuite, ça c'était un peu notre point noir pendant quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés aujourd'hui qui nous, par téléphone, quand ils font des réclamations, nous disent « Oui, mais le décret 2001-1220 prévoit que la conformité de la qualité de l'eau doit être assurée jusqu'au niveau des robinets. » Les robinets, ok, d'accord, mais aujourd'hui, la vétusté des canalisations dans certains établissements scolaires, même hospitaliers, génère beaucoup de réclamations suite au décrochage du biofilm lors de travaux après compteur, par exemple. Et dans les écoles, souvent après une période de fermeture suite aux vacances scolaires, les femmes, enfin les aides maternelles, pardon, ou le personnel d'entretien ouvrent l'eau, par exemple de l'eau qui est souvent colorée, ils font des réclamations. Et il en est de même donc dans l'habitat ancien, bon, ce qui au niveau de Bastia et des communes environnantes est quelque chose de généralisé. Lorsqu'il y a des canalisations en cuivre ou en galvanisé qui sont non enterrées, donc exposées au soleil, on a souvent des réclamations parce que l'eau est chaude, parce que l'eau est bizarre, parce que l'eau est colorée. Donc, ce que l'on a pris l'habitude de faire, c'est que maintenant, on fait un prélèvement avant compteur. Alors, lorsque c'est possible, très proche du compteur ou au niveau du compteur ou un poteau d'incendie avant compteur. On fait un prélèvement. La photo que vous avez ici, c'est dans un établissement scolaire. On compare les résultats obtenus. Là, ce jour-là, donc au niveau de l'ATP-métrie, c'était de l'eau de bonne qualité. Et puis au niveau de l'établissement scolaire, eh bien, l'eau était sous surveillance. Il y avait surtout un problème de turbidité avec du décrochage des biofilms sur des canalisations galvanisées. Donc suite à cette analyse, donc on a fait un rapport directement à la mairie de Bastia qui a lancé une étude pour remplacer ces canalisations anciennes. Donc là aussi, la TP-métrie nous a rendu un fier service et puis c'est quelque chose c'est une mesure qui est crédible. Donc ça, c'est important aussi pour nous.
Alors, sur ce point-là, c'est quelque chose d'encore plus compliqué. C'est un site Céveso qui est au sud de Bastia et qui est alimenté par une antenne en 200. Et lorsqu'il y a beaucoup d'opérations de sécurité et de contrôle interne, il y a beaucoup de quantités d'eau qui sont utilisées au poteau d'incendie, lors de la mise en pression des cuves, etc. Et ce n'est pas le cas lors de périodes normales. Et lorsque naturellement il n'y a pas beaucoup de tirage, comme c'est en bout d'antenne sur une canalisation en 200 sur 200 mètres de longueur, ben forcément c'est de l'eau qui stagne dans les canalisations. Et ils ont fait faire donc une analyse par un laboratoire autre que le laboratoire départemental agréé. Donc, ils se sont rendus compte que l'eau délivrée, malheureusement, elle n'était pas potable. On est allé sur place, on a vérifié ce qui se passait. Quand on a fait notre prélèvement, nous aussi, on s'est bien rendu compte que l'eau, malheureusement, n'était pas potable. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Donc, on a installé à ce moment-là, en bout d'antenne, près de cette centrale, une purge d'antenne nano, et on l'a programmé sur une vidange nocturne d'abord assez importante, puis ensuite on l'a réglé par rapport à la qualité de l'eau que l'on avait dans l'atelier et dans les bureaux de cette centrale. Et puis on s'est rendu compte à la longue que grâce à cette purge d'antenne, bien l'eau était redevenue potable. Et donc maintenant, pour l'anecdote, quand ils nous invitent à boire un café, ben on peut le boire tranquillement avec eux. On n'a plus de gros risques au niveau de l'eau. Voilà, au niveau de Bastia, ce qui se passe au niveau de l'ATP, et on continuera de travailler là aussi par rapport au PG et CSE notamment. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Noël, de ta présentation. Une question est arrivée entre deux qui était faite pour toi. C'est sous quelle forme, en effet, l'ARS a reconnu l'utilisation de la TP-métrie par rapport à la D1? Ah, nous, c'est simple. On est allé directement présenter un PowerPoint à l'ingénieur sanitaire qui s'occupe de ça, mais qui connaissait déjà la TP-métrie et qui a dit, bon, au niveau du programme réglementaire d'analyse, bien sûr, on reste avec les D1, D2, P1, P2, bon, les analyses habituelles, mais au niveau des différents chantiers, ce que vous avez présenté là, nous, on n'est pas choqués donc d'avoir des résultats liés à la TP-métrie pour la rapidité notamment en cas de pépin, pour la remise en eau après des travaux, après les lavages de réservoirs. Donc, mais Monsieur Grandjean, c'est ainsi que s'appelle l'ingénieur sanitaire de la RS2B, et connaissait déjà la TP-métrie, donc il était déjà favorable. Et grosso modo, il attendait que l'on fasse nous la démarche pour la valider. Donc c'était simplement lors d'une réunion, elle a dit bon ok pour nous, bon, le programme sanitaire habituel, le contrôle sanitaire sera toujours fait de la même façon, mais vous, de votre côté, vous pouvez travailler avec la TP-métrie et le tout, c'est de nous informer, comme on fait habituellement avec des mails, pour leur dire, il s'est passé ça, on a mesuré ça, on a contrôlé ça. Ensuite, il est libre à eux d'envoyer un agent du laboratoire agréé pour faire un prélèvement. Mais bon, généralement, ça se passe bien. J'ai pas de soucis avec eux. Ils sont assez modernes, j'avoue, donc assez réalistes. Donc, ça se passe bien de ce point de vue-là. Très bien, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu en plus à cette question. Écoutons, on va traverser juste la Méditerranée en allant du côté des eaux de Marseille avec Nicolas Fontaine, qui en effet va nous partager aussi son retour d'expérience avec un point assez particulier en même temps. Donc on va te passer du coup la main, Nicolas. Voilà, normalement ça doit être OK pour toi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est très bien. OK, et pour passer d'une diapo à l'autre, c'est les flèches? Normalement, c'est les flèches, ça devrait fonctionner. Impeccable. Donc bonjour, Nicolas Fontaine, de Marseille Métropole. Donc je vais vous présenter une petite partie du suivi d'ATP-métrie sur le périmètre. Donc l'autocontrôle qui a démarré, donc diapo suivante. Ah, alors les flèches ne fonctionnent pas. Suivante. Ouais, c'est bon. Donc, qui a commencé en 2020, donc accord du maître d'ouvrage et de l'ARS pour effectuer une partie de l'autocontrôle par ATP-métrie. Donc là, par exemple, sur le graphique, on vous montre ce qui a été mis en place au niveau de la distribution. Donc en année 2020, c'était 24 analyses classiques type D1 en labo. Et en 2021, donc introduction de 4 analyses d'ATP-métrie. Et on conserve 20 analyses labo. 2022, 6 analyses ATP et 18 analyses classiques. Donc l'idée, c'est de petit à petit augmenter le volume d'analyses ATP-métrie sans jamais arrêter les analyses classiques pour avoir un suivi en fait de deux façons différentes, être le plus pertinent possible, et puis surtout donc voilà, pas se lâcher des deux mains en même temps.
L'objectif de dresser une carto des réseaux, donc au niveau qualité bactériologique, roder les équipes, essayer un petit peu de voir ce que nous proposent nos réseaux. Et puis à terme, l'idée, c'est d'en faire une analyse peut-être même opposable en cas de mauvais résultats. Apparemment, ça peut-être arriver, c'est tant mieux. Donc, diapo suivante. Voilà. Donc là, à juin 2022, on est à 80 à peu près personnes formées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à former des gens qui sont pas du tout ni microbiologistes, ni physico-chimistes, ni habitués à travailler dans des labos pour réaliser les analyses sur site. Ce qui permet, vous comprenez, hein, d'être extrêmement réactif. La mesure est disponible de suite, ça c'est une révolution. Et donc ça se passe aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, sur différents périmètres. Forcément, donc nous avons rencontré des problèmes, et je pense qu'on en aura encore quelques-uns. Les problèmes que nous remontent principalement les utilisateurs, écoutez, c'est assez facile quand on n'a que 6 analyses par an. Effectivement, ils nous disent je risque de ne pas faire de mesures pendant plusieurs mois et je ne saurais pas refaire. Voilà, on en est à 1 an et demi et écoutez, ça se passe quand même bien. Quand les analyses reviennent et que l'intervenant n'a pas fait de mesures pendant plusieurs mois, les résultats sont cohérents, les résultats sont fiables. Donc c'est quelque chose c'est un doute qui est en train d'être levé au niveau fréquence. Plus il y en aura, mieux ce sera, mais pour l'instant, pas de souci. Au niveau technologique, ça a été présenté par différents intervenants, la température joue encore sur certains réactifs. Donc là, ce sont des bonnes pratiques à appliquer, de pratiquer de préférence dans une chambre de vanne fermée à l'abri du vent, pour pas être soumis au froid. Et éventuellement, de rappeler régulièrement aux utilisateurs de stocker les réactifs au frais pour éviter que la date de péremption arrive plus tôt que prévu. Ce sont effectivement uniquement des rappels et des conseils à distiller au fur et à mesure des retours utilisateurs. Et la dernière partie, la moindre en fait, la moins gênante, des problèmes de type périphérique, donc des terminaux Android qui sont pas adaptés ou qui répondent mal, ou des problèmes de réseau GSM 4G qui empêchent de saisir ou de transmettre les résultats. Tout ça, c'est bénin et pour l'instant, à ce jour, au bout d'1 an et demi, aucun problème bloquant et donc on continue à développer la méthode. Et donc, je vais vous présenter maintenant des résultats numériques sur le périmètre. Donc, en ordonnée, les logs équivalents bactéries. En abscisse, 4 réseaux qui sont aujourd'hui suivis par ATP-métrie en partie. Donc, il s'agit en fait de réservoirs situés aux extrémités de réseaux, donc les points quasiment les plus loin du centre de production associé. Et donc, vous constatez que pour les 2 premiers, donc on est déjà à un peu plus de 130 mesures. Donc, c'est des suivis qui ont démarré en 2021. Pour les 2 suivants, qui s'appellent Ouest et Est, les suivis n'ont démarré qu'en 2022. Bon, quand même déjà 25 et 60 mesures. Alors, mentionné au-dessus des barres graves, donc des estimations de temps de séjour, long, moyen, moyen, et surtout donc le traitement appliqué sur le CPEP, donc pour les 3 premiers de l'ozone et pour le dernier du chlore. Voilà, un des premiers enseignements de l'ATP-métrie dans ce cas de suivi autocontrôle, c'est que les 3 premiers réseaux, nord, sud, ouest, sont alimentés par des CPEP qui traitent à l'ozone. Le 3e a de très bons résultats, alors que les 2 premiers se situent assez haut en termes de quantification bactériaux. Donc là, première surprise, de chercher pourquoi, comment et quelles sont les justifications qui peuvent expliquer cet écart. Bon, les temps de séjour, c'est pas vraiment une surprise, mais quand même, il y a du grain à moudre. Le dernier, donc, barre graphe, présente un ensemble de périmètres qui ne sont traités entre guillemets qu'au chlore, et les résultats sont quand même un peu élevés, mais un petit peu meilleurs finalement que des réseaux qui ont pu être traités à l'ozone. Ce sont des surprises qui quand même sont pas non plus problématiques, puisque c'est mentionné donc en dessous du graphique, sur tous ces périmètres depuis toujours, mais surtout dans la période là concernée par la quantification par ATP-métrie, tous les résultats d'analyse classiques sont conformes. Absolument aucun pathogène n'a été trouvé, pas de coliforme, et la chose peut-être la plus étonnante, très très peu de germes revivifiables. Les analyses labo donc semblent finalement ne pas vraiment suivre la quantification par ATP-métrie. Donc vous vous doutez bien qu'avec des résultats comme ça, nous avons harcelé GL Biocontrol. Donc l'assistance a consisté à nous accompagner pour essayer un petit peu de comprendre ce qu'on faisait mal peut-être.
Donc tout simplement de vérifier avec nous, de nous conseiller sur, enfin en tout cas de vérifier la partie prélèvement, la partie méthodo, la partie conservation, la partie, bref, tout ce qui pourrait influer la mesure d'ATP sur le terrain. Donc essayer de différents kits, différents intervenants, différentes périodes, et tous ces recoupements, toutes ces vérifications aboutissent à une conclusion, nos résultats terrain d'ATP sont fiables. Et du coup, la deuxième vérification a porté sur la partie labo. Donc vérifier que le labo finalement n'avait pas un problème au niveau de sa quantification à lui, qui s'éloignerait trop finalement des mesures d'ATP. Donc ça s'est fait en réalisant un test croisé entre deux laboratoires, le titulaire et un laboratoire tiers, en réalisant donc des analyses sur les mêmes échantillons, prélevés le même jour à la même heure et transportés dans les mêmes conditions, avec une analyse complémentaire donc qui est le milieu R2A, donc qui est un petit peu plus, qui permet de voir encore plus de choses normalement. Donc la très bonne nouvelle, c'est que les deux laboratoires ont rendu des résultats strictement identiques. En gros, ils n'ont rien trouvé, y compris avec le milieu le plus exigeant. Donc du coup, les résultats labo sont fiables aussi. Alors là, donc, on est bien embêté parce qu'on a une ATP élevée et des résultats labo qui disent qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on est confronté à quelque chose que nous ne connaissons pas. Et là, effectivement, donc le conseil, ça a été de chercher des méthodes innovantes. Donc notamment le séquençage au débit ou l'abréviation anglaise, je crois, est NGS. Donc pour essayer de comprendre en fait ce qui peut affecter certains réseaux et pas d'autres. Pourquoi éventuellement on aurait ces écarts. Donc par le réseau Veolia, on a réussi à trouver un fournisseur capable de mener ces analyses. Donc c'est prévu pour l'été 2022, c'était maintenant. Donc les prélèvements auront lieu là dans l'été et le retour d'analyse est attendu avec impatience pour essayer de comprendre tout ça. L'objectif sera d'identifier des germes potentiellement présents mais qui seraient invisibles par méthode classique et éventuellement de mettre en place une optimisation des traitements sur ces réseaux, exploration relais, de les augmenter, de les déplacer, d'en rajouter. Essayer de trouver peut-être d'autres solutions, enfin d'essayer de comprendre ce qui se passe et peut-être de faire baisser ce niveau élevé, qui malheureusement finalement est un écran à une potentielle introduction d'eau parasite ou à une pollution qui pourrait se manifester. Donc on a vraiment intérêt à travailler sur ce sujet, même si aujourd'hui l'eau est potable, toutes les analyses sont au vert, ce sujet donc est intéressant à traiter. Donc la finalité sera à terme de faire valider cet outil sur l'ensemble des périmètres et des interventions, l'avantage étant la réactivité et du coup d'améliorer pour nous le suivi de la qualité de l'eau sur l'ensemble des périmètres et à tous les niveaux. Voilà, merci pour votre attention, donc n'hésitez pas à poser des questions et je profite de l'occasion pour saluer Monsieur Philippe G du côté du Var et je lui souhaite de passer une bonne fin d'année. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup Nicolas pour en effet avoir attiré l'attention de tout le monde certainement sur quelque chose en effet qui a été vu par l'ATP, par la culture et notamment les recherches un peu plus poussées que tu mènes là-dessus et surtout le temps que tu y passes. Voilà, donc merci à toi. Donc on va en effet poursuivre, monter un petit peu plus haut du côté de Grenoble avec Brice qui va en effet nous partager son retour d'expérience, un des premiers utilisateurs aussi de l'ATP et sur un gros développement qui a sur la métropole. Voilà, donc Brice, écoute, je te laisse la parole. Si tu nous entends, ici tu peux parler, parce que je crois que tu as eu un petit blocage aussi au niveau informatique, tu vas avec ton téléphone, enfin voilà, on va voir si tout se passe bien. Exactement. Vous m'entendez, c'est tout bon? Ah, on t'entend pas très très bien, Brice. Ok, c'est mieux là comme ça? Oui, c'est mieux. Ok. Alors je vais travailler comme je peux, mais on va y arriver. Écoute, c'est pas mal. Donc, parfait. Donc je te ferai le signal aussi pour passer les slides. Ça, ce sera pratique. Donc bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter l'usage de l'ATP sur la métropole de Grenoble, donc qui comporte 49 communes et qui a la particularité d'avoir le fait de desservir 80% de nos usagers avec une eau qui est distribuée sans traitement, dans le sens où l'eau franchit plusieurs couches géologiques qui font une filtration naturelle et qui permettent de la distribuer par la suite sans avoir à appliquer un traitement UV ou chlore. Donc c'est un aspect intéressant, mais qui fait ressortir, on va dire, une autre manière de gérer la question de l'ATP-métrie sur nos réseaux, et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous parler aujourd'hui.
Alors, j'ai un peu pris le contre-pied de mes collègues dans le sens où, pour ma part, je vais vous présenter deux gestions qui aujourd'hui sont un peu inscrites dans le quotidien de nos équipes pour montrer voilà, comment est-ce que l'ATP métrie peut aussi être vue et employée dans le quotidien du travail d'un exploitant d'eau potable. Donc Yannick, si tu veux bien passer la slide. Hop là, parfait. Donc le premier cas, aujourd'hui, on utilise l'ATP métrie de manière quotidienne lorsqu'il s'agit de remettre en eau une canalisation après un chantier, que ce soit un chantier mineur ou un chantier plus important. Quand j'entends mineur, c'est-à-dire qu'on peut par exemple dériver le courant d'eau grâce à un maillage et du coup bien isoler uniquement sur une rue le besoin de travaux et éviter de faire une coupure d'eau généralisée qui peut durer plusieurs heures. Et du coup, un chantier majeur, c'est on va faire une coupure d'eau et on va travailler de nuit. Donc on va couper l'eau à partir de 22 heures et on va la réactiver à 6 heures du matin avant l'ouverture des commerces ou la levée des usagers. Et justement, là, il y a un besoin d'urgence, on va dire, notamment sur le cas de la remise en eau après les travaux. Là où l'ATP est intéressante, c'est que on va faire, comme a dit Clément, une recherche d'apport bactériologique total sur l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire une mesure avant les travaux et une mesure après les travaux. Et si on constate un écart de 20% entre les deux résultats, on peut considérer que quelque part dans les travaux, il y a eu un apport bactériologique. Alors, est-ce qu'il y a eu une casse? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise désinfection? Est-ce qu'il y a eu un souci lors de la remise en eau? On ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en l'état, l'eau, elle n'est pas redistribuable, donc on va reporter la mise en eau après les travaux. Donc c'est un aspect très intéressant parce qu'on gagne effectivement du temps sur la question de se dire est-ce qu'on peut remettre en eau ou pas. On n'est plus soumis à une urgence de se dire justement on va attendre les retours d'analyse, on va voir ce qui se passe, ou inversement, lorsqu'on coupe l'eau la nuit, si on n'avait pas l'ATP par exemple, on serait obligé de remettre l'eau le lendemain matin en faisant par exemple une surchloration pour se dire si jamais il y a le moins de soucis avec les analyses d'eau, pendant 24 heures, on se protège avec un surtraitement pour essayer d'atténuer les éventuelles non-conformités détectées. Donc voilà, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Quand l'ATP est conforme, on n'a jamais eu de résultats non conformes sur les analyses. Et au contraire, lorsque l'ATP affichait un résultat plutôt mitigé, on avait effectivement un retour d'analyse qui préconisait de soit reprendre les travaux, soit de poursuivre les investigations et de régler un problème. Donc ce système-là fonctionne très bien et aujourd'hui, on l'utilise dans notre quotidien. L'intérêt aussi économique, c'est que sur les petits travaux, du coup, on ne passe plus par une analyse d'eau potable. L'ATP suffit à autoriser la remise en eau. Donc comment est-ce qu'on constate que ça fonctionne bien? C'est que malgré tout, parfois, on a des appels d'usagers qui ont une turbidité élevée avec une eau trouble chez eux. Donc dans ce cas-là, on passe faire une analyse complémentaire chez eux et l'analyse est conforme à chaque fois sur la bactériologie. Donc ça veut dire que de base, le résultat de l'ATP était bon. Et sur les travaux majeurs, l'ATP autorise la remise en eau, mais on fait quand même des analyses de contrôle sur le réseau en différents points pour quand même assurer le coup et garantir que le travail a été bien fait. Mais globalement, voilà, l'ATP, pour ce genre de situation, elle fonctionne très bien. Voilà, Yannick, diapo suivant, s'il te plaît. Donc là, même situation, même question, le lavage d'un réservoir. Pareil, une fois que le lavage est terminé, on fait une mesure d'ATP en amont et en aval du réservoir après l'avoir remis en eau, enfin l'avoir re-rempli. Et avant d'ouvrir les vannes pour distribuer aux usagers, on compare les résultats. Et si les résultats ont un écart de 20%, c'est que quelque part, il y a eu un apport bactériologique. Alors, il y a souvent deux cas de figure. Soit c'est que la manœuvre n'a pas été faite comme il faut et que la désinfection n'a pas été bonne, et dans ce cas-là, on refait le lavage, on recommence. Parfois, ça permet aussi de détecter que lorsqu'on a vidé le réservoir, on a fragilisé la structure et on a pu remarquer éventuellement des fissures ou une indication qui dit que prochainement, il faudrait peut-être renouveler l'étanchéité du réservoir. Voilà, ça permet aussi de mettre en valeur ces choses-là. Et grosso modo, sur la régie, c'est arrivé 2 fois que l'ATP ne soit pas bonne. Et qu'est-ce qui se passe? On a relancé le lavage du réservoir directement et on a refait une ATP le lendemain. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le résultat de l'analyse,
quand on l'obtient, donc de l'analyse de l'eau qui vient faire un complément sur l'ATP, l'analyse était non conforme. Donc, du coup, ça nous prouve qu'on a bien fait de reprogrammer le lavage sans attendre l'analyse. Donc, on a gagné environ 24 heures de temps, ce qui parfois est extrêmement important quand le maillage qui a été mis en place pour essayer d'isoler le réservoir ne permet pas peut-être de tenir plus de 48 heures avec les capacités dans un mode un peu dégradé. Donc là, même chose finalement. L'ATP aujourd'hui, elle est inscrite dans notre quotidien et elle nous permet vraiment de ne plus trop fonctionner dans un mode dégradé parce que même si normalement l'analyse de l'eau vient justifier que les travaux ont été bien réalisés, on sait que dans certaines situations, on ne peut pas se permettre d'attendre un délai de 24 à 48 heures pour avoir un résultat d'analyse pour remettre en eau un réseau d'eau. Donc l'ATP vient aujourd'hui vraiment chez nous combler ce problème. Pour ceux qui se posent la question, les 20% qu'on a décidé de retenir, on les a pris sur les conseils de GL Biocontrôle et par retour d'expérience, ça fonctionne très bien. Voilà. Yannick, tu peux passer également à la diapo suivante. Donc là, je vous ai parlé de la question de comment est-ce qu'on utilise l'ATP dans des opérations un petit peu d'entretien, donc remise en eau canalisation et lavage d'un réservoir. On essaie aussi aujourd'hui de l'intégrer dans le question de la suivi de la qualité de l'eau, notamment la gestion des non-conformités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre procédure qui est validée avec l'ARS, c'est une procédure évolutive, c'est-à-dire qu'on va appliquer des différentes actions correctives qui vont à chaque échelon monter en intensité, c'est-à-dire qu'on commence toujours par faire un recontrôle de la non-conformité pour vérifier si c'est bien une non-conformité valide ou si c'est peut-être un souci lié au point de prélèvement ou un prélèvement qui a été mal effectué et en fait, ce n'est pas vraiment une non-conformité qui se maintient. Et soit le taux détecté est important et on ne peut pas se permettre de faire trop d'étapes et qu'il faut passer directement dans le feu de l'action, soit les recontrôles successifs montrent le maintien de la non-conformité et même raisonnement, on augmente en cran en termes d'action corrective. Donc du coup, dans la diapo que vous voyez, premier cas, on fait un recontrôle pour valider que la non-conformité existe ou non. Pour information, après retour d'expérience, dans 80 à 85% des cas, un simple recontrôle montre que la non-conformité ne s'est pas maintenue et a disparu au deuxième recontrôle et ça permet avec l'ARS de dire voilà, pas d'alerte, on est revenu à la normale. Si jamais malgré tout la non-conformité se maintient, on va faire des recontrôles plus étendus, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement aller sur le point d'alerte et un point voisin pour faire un comparatif, on va aussi remonter au niveau des ouvrages parce que le but est de savoir si la non-conformité elle est ciblée sur le réseau ou si elle vient d'un ouvrage dans quel cas elle est peut-être plus étendue à l'échelle de la commune par exemple, et donc ça nous permet de savoir vers où déclencher les actions qui suivent. Et par la suite, on engage un traitement adapté et si le traitement ne suffit pas, soit on l'augmente, soit l'ARS nous apporte des consignes complémentaires comme une restriction d'eau ou une augmentation encore plus importante du traitement. Donc souvent le traitement, on commence pour les réseaux non traités par exemple, on commence à 0,1 mg par litre, on augmente à 0,3 et si ça ne suffit pas, on fait une chloration choc à 0,5 et lorsque la non-conformité est traitée, on va programmer un lavage de réservoir, on va bien réentretenir le réseau. Yannick, diapo suivante. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on est vraiment dépendant des analyses. Et la TPmétrie, l'intérêt, c'est qu'elle nous permettrait de pondérer la temporalité qu'on met dans nos actions et de nous permettre d'avoir une aide à la décision qui est plus fine. Pour exemple, sur les réseaux non traités, c'est parfois une décision assez majeure de savoir si l'on va mettre ou non un traitement. Parce que ça oblige à faire une communication massive auprès des communes pour les alerter qu'on met en place un traitement alors que d'habitude il n'y en a pas. Ça inquiète les usagers aussi qui parfois rebondissent assez rapidement, non pas vers nos standards mais vers les réseaux sociaux. Donc ça peut parfois engager un climat un peu anxiogène. Donc c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et on a eu le cas il y a par exemple 2 mois d'une non-conformité qui a été repérée sur plusieurs réseaux d'une chaîne de réservoirs d'eau non traitée. Si on n'avait pas la TPmétrie, on aurait été obligé de faire une chloration massive qui aurait impacté 4 communes et ça, c'est des milliers d'usagers qui du coup pourraient être inquiétés et ça implique une communication massive. Eh bien, l'ATP nous a permis de montrer que les résultats étaient conformes niveau ATP.
Donc, on s'est autorisé à attendre les résultats des recontrôles avant de lancer une chloration majeure. Et on l'a bien fait puisque les résultats sont revenus conformes et ont permis d'estimer que il y a sûrement eu un défaut dans la manière dont le préleveur du laboratoire a réalisé ses prélèvements. On a engagé un suivi sur un long terme, donc sur une bonne semaine avec des analyses tous les jours, et on a montré que effectivement, il n'y avait pas lieu de mettre en place une chloration généralisée sur un réseau majeur. Donc, on en économise en ressources, en communication, en gestion de crise. Voilà, ça permet vraiment de faire une décision qui vaut le coup. Notre objectif dans le long terme, c'est de réussir à s'accorder avec l'ARS sur comment est-ce qu'on pourrait impliquer l'ATP officiellement dans notre aide à la décision. Dans le sens où, l'exemple que j'ai cité avant, l'exploitant prend sa responsabilité finalement de retarder la chloration et de voir un peu ce qui se passe. C'est pas forcément très confortable comme situation, on se l'accorde. Donc l'idée demain, c'est qu'on puisse réfléchir d'une manière intelligente sur comment la TP-métrie pourrait venir nous aider à pondérer nos actions, en conservant, mine de rien, comme clôture d'une non-conformité, une analyse laboratoire. C'est là-dessus qu'on réfléchit actuellement. Voilà, Yannick. Pour la question du PGSSE, parce que finalement, dans ce que je vous ai présenté, la TP-métrie, elle va venir s'incrémenter dans une grosse partie de notre gestion. On a identifié que c'était un outil qui nous permettrait autant d'assurer un moyen de maîtrise, dans le sens où la TP-métrie permet de justifier que les résultats sont conformes et que les opérations se sont bien déroulées, ou venir nous appuyer sur la gestion des non-conformités laboratoires. Donc, c'est un moyen de maîtrise, mais c'est aussi quelque chose qui va montrer que la gestion de l'exploitant est bonne en venant montrer la conformité des opérations. Mais ça servira aussi peut-être dans un temps un peu plus long à venir faire une évaluation, une identification des dangers, parce que, comme l'a dit Clément, sur les réseaux qui ont un traitement, comme les traitements ne sont pas spécifiques à une bactérie, l'ATP, c'est soit c'est vert, soit c'est bon, soit c'est pas vert et c'est pas bon, quoi. Il y a quelque chose à mettre en place. Et on a estimé que pour une analyse laboratoire, on peut, pour le même coût, faire 3 analyses ATP métriques. Donc l'idée, ce serait peut-être, dans un temps futur, pour l'autosurveillance en tout cas, de retirer un certain pourcentage des analyses laboratoires sur le réseau et de les remplacer par des analyses ATP, ce qui en soi nous permettrait, au lieu de faire par exemple une analyse tous les 3 mois sur un réseau traité, d'en faire un peu moins, mais de faire plus d'ATP et de faire un suivi du coup peut-être plus fin sur nos réseaux. Et comme j'ai cité en début de présentation, nous avons des réseaux qui sont non traités. Le souci des réseaux non traités, c'est que on retrouve quand même une certaine forme de bactéries, mais qui ne sont pas nocives dans la réglementation, mais qui existent. Ce qui fait qu'on a des réseaux où, hélas, on ne peut pas prendre en compte les résultats ATP métriques comme étant vert, orange ou rouge, parce que d'un réseau à l'autre, un orange, ça va être équivalent à un vert, parce qu'on va retrouver quand même des bactéries, mais elles ne sont pas nocives. Donc les résultats sont un petit peu faussés. Donc l'intérêt de l'ATP, ce serait de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place des campagnes de mesure pour tenter d'étalonner nos réseaux et de déterminer que sur certains réseaux non traités, à telle valeur, on est conforme et à telle valeur, on ne l'est plus. Donc voilà, ça implique de repenser, de reprendre un petit peu en main la connaissance qu'on a sur la qualité de notre eau et de nos réseaux et d'avoir une maîtrise encore plus fine et justement de pouvoir se servir de cette technologie-là comme apportant des résultats très, très convenables, puisque si on a un seuil à partir duquel on sait que le réseau est conforme, il n'y aura plus d'ambiguïté et il y aura une facilité de communication avec les ARS et éventuellement d'autres acteurs de la gestion de la qualité de l'eau potable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je me tiens disponible s'il y a eu des questions. Merci beaucoup, Brice. Je crois qu'au fur et à mesure de ta présentation, tu as répondu déjà à plusieurs questions, notamment cette histoire de 20% d'écart. Tu as répondu, bon, c'est basé sur les retours d'expérience. Tu as pu répondre aussi que des analyses D1 étaient quand même lancées sur le réseau, voilà, pour confirmer que l'ATP était correct. Donc ça, tu as bien répondu. Et en effet, beaucoup de monde s'interroge sur la gestion du réseau d'eau de Grenoble, une partie sans chlore, bien sûr. Oui.
je crois que tu as bien évoqué aussi l'intérêt de la spécificité de la méthode sur dès qu'il y a des désinfections, mais que sur la partie réseau où il n'y a pas de traitement, eh bien, c'est une autre interprétation de la valeur qu'il faut sur des élévations de seuil à ce Exactement. moment-là. On travaille Tout à beaucoup fait. sur une collecte de données qui permet sur les réseaux non traités d'avoir ces valeurs standards qui permettent d'affirmer, sur les non-conformités majeures en tout cas, c'est-à-dire des cas où on se retrouve avec 30 coliformes alors que d'habitude il y a 0, on sait que l'ATP normalement elle est censée être rouge. Et si l'ATP elle arrive à un seuil qui a à peu près observé les fois précédentes, on peut justifier le fait de dire mais on ne voit pas comment est-ce que l'analyse qui a été obtenue, elle est plausible, ou du moins elle s'est maintenue dans le temps. Il y a peut-être eu un fait ponctuel qui peut l'expliquer, mais c'est pas l'état actuel du réseau. Et ça permet vraiment de pondérer les actions. Et quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit qu'hier j'étais en gestion de crise. Voilà, hier on a eu le cas sur un réseau traité par UV. À 8 heures du matin, 2 analyses sur le réseau à 600 coliformes, donc du jamais vu chez nous, on est tombé un peu des nues. Normalement, c'est des résultats qui engageraient directement une restriction d'eau sur toute la commune et une mise en alerte. Et dans la demi-heure, le secteur est sur place. Ils ont fait une ATP avant de lancer une chloration choc. L'ATP, les 4 et 5 ATP qui ont été faites, elles étaient vertes. Donc, on s'est permis de mettre en place des recontrôles laboratoires, de lancer la chloration, de faire les mesures pour montrer que le chlore était bien arrivé sur le réseau et de dire on ne va pas faire de restriction d'eau, on va se permettre d'attendre les résultats laboratoires, mais de faire un suivi terrain ponctuel qui montre que les 2 analyses qui ont été faites, il y a eu un souci quelque part. Donc, va y avoir une consultation du laboratoire pour essayer de comprendre si c'est une erreur humaine, ou est-ce que le nouvel agent, il n'a pas regardé ce qu'il a fait, il allait prélever directement sur un robinet extérieur, c'est déjà arrivé, ou sur est-ce que c'est pas un endroit où il y a une source privée éventuellement et on n'a pas fait le lien avec le point. Voilà, il doit y avoir une autre explication, mais on s'évite une gestion de crise et une restriction d'eau. Et ça, c'est quand même des coûts qui peuvent rentabiliser assez rapidement l'achat des appareils et des réactifs. Finalement, c'est ça, c'est une technologie qui est intéressante pour les exploitants parce que à la première gestion de crise évitée, la technologie a pris tout son sens. Ok, merci. Puis en plus, je crois que tu travailles très étroitement avec la SPL qui fournit l'eau Exactement. à l'agglo et qui est équipée aussi de la TPmétrie. Ayant échangé avec Théodore de la SPL sur ces valeurs, je crois que ça sera l'occasion peut-être de rééchanger avec la SPL prochainement, mais ils ont maintenant des bons retours statistiques où ils ont classé leur seuil ATP en vert avec leur méthode par culture en parallèle et ça matche plutôt bien entre ce qu'ils desservent et toi tes résultats. Enfin, de ce côté-là, je crois que ça marche très très bien avec vous, quoi. Oui, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on les a mis en participation dans la gestion de crise d'hier et eux aussi ont fait la TPmétrie et eux aussi leur ATP était conforme sur les réseaux qui venaient alimenter cette commune. Donc, conjointement, c'est 2 exploitants qui sont capables de prendre une décision et ça enlève quand même une quantité de stress qui est assez importante. Ok, très bien. Écoute, je te remercie de nouveau, Brice, parce que tu es à côté de nous depuis quelques années maintenant, Exactement. comme tout le monde. Merci beaucoup, Brice. Pas de souci. Merci à vous. Alors, on doit passer on devait passer sur Colmar. Malheureusement, Eric a eu un empêchement de dernière minute, donc il nous a quand même gentiment préparé une petite vidéo qui va présenter leur utilisation. Vous allez voir encore un autre aspect de son déploiement que je vais vous passer, qui passe quelques minutes. Bonjour. À la Colmarienne des Eaux, nous utilisons la TPmétrie depuis déjà plus de 2 ans. Sur le contrôle de la ressource sur les sources notamment, mais également sur le réseau pour valider la conformité de l'eau et l'absence de dégradation de cette eau sur le réseau. On a de bonnes corrélations entre les analyses laboratoires et les analyses que l'on fait, les contrôles que l'on fait en ATPmétrie.
On n'a pas eu d'aberration à ce jour. On utilise notamment également de la TP-métrie sur tout ce qui est process de raccordement des réseaux neufs, notamment pour le contrôle de la ressource en eau avant la partie qui concerne le nettoyage, désinfection et rinçage des conduites neuves. Donc on vérifie la qualité de l'eau sur l'antenne sur laquelle on va prélever pour effectuer cette opération, ce qui permet quand même déjà de valider auprès des sous-traitants que l'eau qui est utilisée est de bonne qualité et ne va pas interférer sur les résultats éventuels des analyses qui seront faites a posteriori lors du contrôle. Et également, on effectue cette même opération le jour du prélèvement par le laboratoire agréé des échantillons. Et ça nous donne également à ce niveau-là de bonnes corrélations. On n'a pas eu de surprise de non-conformité. Donc ça fonctionne cela. Nous utilisons une application qu'on a développée en interne qui est sur QGIS et sur une base de données Postgre que vous avez à l'écran depuis le début de la petite présentation. Cette application permet de voir assez rapidement en glissant l'état d'un contrôle, ce qui a été fait, la date, la personne qui l'a fait et l'ensemble des données, y compris les résultats. En réalité, c'est un système qui est sur des applications mobiles, donc sur le terrain, sur des PC portables. L'agent qui est sur le terrain va poser un point et va compléter tout simplement ces informations. Donc on les a ici. Où il va nous rentrer ses coordonnées, la nature du contrôle, etc. Il y a pas mal de menus déroulants pour éviter la frappe inutile. Et derrière ça, compléter les données concernant les valeurs ATP. Sachant que le calcul de log est fait automatiquement, lui il reprend vraiment les valeurs R1, R2 et les volumes prélevés tels qu'on le fait sur le logiciel qui est fourni par Biocontrol. Donc voilà ce qu'on en utilise. Notre retour, nous, est tout à fait satisfaisant et on va poursuivre l'utilisation et le déploiement de ces points de contrôle. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Bon, voilà, je remercie Eric, même s'il n'est pas présent, mais il aura la vidéo par la suite, donc voilà, qui présente en effet une intégration voilà, avec son QGIS, qui est justement, qu'il a mis en place récemment, donc avec une traçabilité de toutes les valeurs physico-chimiques et ATP-métrie. Voilà, écoutez, on a terminé la présentation. Je remercie encore tout le monde de leur disponibilité. Quelques questions sont arrivées entre-temps par rapport en effet à… Je vais répondre à deux premières qui me sont plutôt pour moi. Enfin, est-ce que les présentations seront partagées? Écoutez, avec l'accord de tout le monde, dès que je l'aurai, pourquoi pas, bien sûr. Mais il faut que j'ai l'accord de tous les intervenants. Ensuite, une question technique. Un temps de contact est-il nécessaire avant de contrôler après lavage réservoir? Le temps de contact, c'est en effet le temps de contact du désinfectant, tout simplement. Donc, un cas concret, si vous avez l'ATP qui n'est pas bonne, tout de suite, il faut se poser la question, est-ce que la concentration de mon désinfectant est bonne et est-ce que le temps de contact est bon? Si jamais vous avez l'ATP rouge et que vous avez encore du chlore à 0,3 ou 0,5, posez-vous simplement la question, le temps de contact, voire aussi le pH. Voilà. Mais ça, si jamais après vous avez des questions encore plus techniques, on reste à votre disposition à ce niveau-là. Une question pour Suez, Pierre et Franck, sur les applications en ultrafiltration. L'ATP donc doit être basse pour en effet détecter un biofouling ou le casse d'une fibre. Est-ce qu'on atteint facilement cette limite de quantification pour montrer l'ATP? Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément eu toutes ces applications-là, puisqu'il y a d'autres unités avec qui je travaille qui ont des REX là-dessus, mais je ne sais pas si vous pouvez vous répondre directement, sinon je peux le faire. Alors,
Oui, je crois qu'Yannick va te laisser peut-être les réponses Oui. détaillées, puisqu'on a suivi, comme je l'ai indiqué, d'une manière très précise l'ultrafiltration et ses effets en 2014-2015, et on avait vu des différences. Mais pour être franc, ça fait un peu longtemps. Et puis, comme il y a de la maintenance, en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes, hein. Donc, toi, Yannick, tu as peut-être plus une vision plus large que sur les sites que nous avons testés, nous. Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est technique séparative, hein, enfin membranaire, que ça soit de l'osmose, que ça soit de l'UF, la nano, cette techno ATP est assez sensible pour voir ce qu'on appelle la rétrocontamination des membranes, notamment le biofouling. On voit très clairement l'apparition d'ATP et qui est signe avant-coureur d'une rétrocontamination. Donc, il y a toujours possibilité même de descendre les seuils, hein, en filtrant un volume plus important ou en utilisant un photomultiplicateur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le photodiode que tout le monde utilise est très largement suffisant pour voir en effet l'apparition de cette rétrocontamination, voire même parfois une électrovanne fuyarde sur le skid. Voilà, ça détecte très rapidement voilà, une biomasse présente. J'aurais donc une question pour toi, Nicolas, des eaux de Marseille. Une question. Avez-vous regardé côté matériaux, canalisation, profondeur, entièrement votre source de contamination? Alors, ça fait pas encore partie des pistes. Là, on est plutôt focalisé sur les temps de séjour. Il se trouve que le constat est sur quasiment tout ce qu'on peut avoir en termes de matériaux, de la fonte, du béton. Je pense que c'est assez divers pour écarter cette piste, mais effectivement, on va le garder sous le coude et pourquoi pas creuser à l'avenir. Ok. Deuxième question pour toi aussi, Nicolas. Je ne sais pas si tu peux y répondre, hein, mais voilà, ou moi peut-être après en privé. Quel laboratoire a fait pour toi la NGS? Ah, pour l'instant, c'est pas fait, hein. C'est prévu pour l'été 2022. D'accord. Là, on va attaquer. Enfin, on attend le. Voilà. Mais c'est imminent. Ok. Autre question qui s'adresse, on va dire, du coup, aux utilisateurs, enfin voilà, vous intervenants. Quelles difficultés vous avez rencontrées pour la mise en œuvre du kit ATP? Alors, on a parlé tout à l'heure de revenus sur la température, hein, en effet, alors déjà de conservation des réactifs, hein, ce qui n'est plus le cas, on va dire, aujourd'hui avec les kits lyophilisés. Et puis, le fait de s'affranchir de ces problèmes de température extérieure. Bien sûr, quand il fait -10, les réactifs sont congelés, on ne peut pas les utiliser. Mais est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés, en effet, sur la méthode? Adeline, Veolia, je vais prendre la parole. Je trouve que les exploitants, en fait, le retour qu'on a, c'est qu'au début, les premiers résultats, c'est difficile de les interpréter parce que c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fonction de la matrice de l'eau, les échelles en fait vert, jaune, rouge peuvent varier en fonction de la matrice de l'eau. Et la difficulté, c'est d'avoir un peu cette base en fait je dirais de seuil et qui peut être différente d'une exploitation à l'autre. Voilà. Sinon, en termes de maniabilité, c'est ce que j'expliquais, les agents trouvent que c'est très maniable comme un appareil de chlore, un appareil de turbidité. Donc pour ça, c'est très pratique. Alors, en effet, de toute façon, comme échangé déjà avec Pierre, en effet, sur la partie formation, hein, on va continuer, nous, de toute façon, à être au plus près des utilisateurs. D'ailleurs, tout le monde a nos numéros de portable, hein. On a essayé aussi, maintenant, on a mis en place sur les mallettes des QR codes, hein, qui rappellent la manip. Il y a aussi maintenant l'application, hein, qui permet de pouvoir aussi aider sur le protocole de vérification du kit. Hein, donc, quand on a un doute, il y a un protocole qui est très simple de vérification. On va en reparler d'ailleurs sur les sessions de formation qui vont arriver là à partir de la semaine prochaine. Voilà, pour en effet continuer à ce qu'un opérateur de terrain qui n'ait jamais fait d'analyse microbio puisse être aguerri facilement à nos technos, hein, qui n'est pas compliqué, mais c'est une mesure bactério, donc faut pas l'oublier. Donc il y a des précautions à prendre, et une fois qu'elles sont ancrées, ça permet quand même d'avoir de très bons résultats et pas avoir de mauvaises surprises.
Alors, je sais que Brice a quelques petits soucis de micro, je crois, mais malgré tout, je l'ai accompagné tout au début sur la formation des techniciens. Maintenant, c'est Brice qui s'en occupe. Bon, je ne sais pas s'il va pouvoir prendre la parole parce qu'il a quelques petits soucis de micro, mais puisque là, tous ces techniciens sont formés, même comme Nicolas sur Marseille, hein, il en a formé beaucoup. Donc, tout se passe plutôt bien, si j'ai bon écho. Je peux donner un avis, effectivement. Donc au niveau matériel, la valise, donc elle permet de faire 5 mesures. Donc ça, c'est peut-être le facteur limitant. Quand on part sur une tournée de 10 réservoirs, il faut prévoir un sac à côté. L'appareil, très pratique, rien à dire. Le bouton on-off et lecture. Donc au niveau fonctionnalité, personne pour l'instant n'a fait de mauvais retours. Ce qui peut arriver, c'est l'oubli d'un tube à l'intérieur de l'appareil. Bon, bah, c'est un petit nettoyage qui sera nécessaire éventuellement. Et penser à remettre les réactifs au frais, ça c'est à la limite, c'est peut-être ce qu'il faut rappeler le plus souvent. Voilà. Puisqu'il y a quand même besoin de les conserver au frigo pour garantir les dates de péremption les plus loin possible. C'est tout ce que je vois. Il n'y a pas non, de ce côté-là, aucun souci. Ok, merci Nicolas. Je vais laisser la parole à Clément qui a eu quelques questions techniques. Donc moi, je vais revenir sur ça a été abordé de plusieurs fois au sein des présentations, mais aussi sur les questions. Donc sur les seuils. Donc comment étaient établis ces seuils? Donc les seuils ont été établis par analyse de la bibliographie. On a fait aussi une étude qui a été publiée en 2018 sur Amalfitano. Elle est disponible. Et enfin, on a aussi fait un gros retour d'expérience de plusieurs utilisateurs qui l'avaient mis en œuvre chez eux. Donc les seuils, en fait, ils sont très robustes, surtout après tout ce qui va être opération nettoyage, désinfection, opération de maintenance, où on va avoir véritablement une action. Donc là, les seuils, généralement 2 et 3 logs, sont très efficaces. En revanche, sur la partie réseau, les seuils ont été établis par rapport à un retour d'expérience et par rapport à la majorité des résultats. Mais en effet, comme Brice, Adeline ou Nicolas l'ont bien évoqué, on va avoir besoin d'un petit peu de retour d'expérience pour savoir sur certains cas particuliers si ces seuils sont vraiment pertinents. Aujourd'hui, on ne s'est pas limité, on vous a présenté des réseaux chlorés, non chlorés, avec des antennes loin des postes de rechloration. Donc, oui, dans certains cas, pour la partie réseau de distribution, il est souvent nécessaire de venir approfondir ou d'avoir une idée de la ligne de base de notre réseau. Ça me permet aussi de rebondir sur une partie que je n'ai pas évoquée, sur la partie application. Donc, pour rendre les résultats d'ATPmétrie beaucoup plus robustes, on a en effet la possibilité dans l'application de rentrer d'autres paramètres qui vont être le chlore libre, le chlore total, le pH, la conductivité, la turbidité. Et en fait, l'analyse va faire du combinatoire, va utiliser, vous n'êtes pas obligé de rentrer tous ces paramètres, mais l'analyse va combiner les paramètres physico-chimiques et les paramètres donnés par la TPmétrie pour rendre le résultat beaucoup plus robuste, encore plus fiable et vous assurer un bon suivi de votre réseau. Tout ça en plus est ensuite éditable et il y a dans l'application une aide à la prise de décision, une aide à l'interprétation avec des conseils ou des remarques en fonction des paramètres physico-chimiques ou biologiques qui ont été rentrés dans cette application. Je vais prendre les 3 dernières questions. Alors, est-ce que la TPmétrie mesure spécifiquement les bactéries ou aussi les parasites au niveau des eaux brutes? Donc, alors, au niveau des eaux brutes, c'est sûrement l'endroit où la TPmétrie est la moins pertinente parce que justement, on va faire une mesure de biomasse totale et une partie des parasites vont être détectés. De toute façon, au niveau d'une eau brute, c'est normal d'avoir une grande population de micro-organismes et d'aller détecter en plus une flore spécifique au milieu d'une large représentation de bactéries, c'est souvent pas pertinent. Donc, s'il y a un endroit où on ne conseille pas trop d'utiliser la TPmétrie, c'est au niveau de l'eau brute, surtout si cette eau brute est une eau de surface. En revanche, au niveau d'une eau brute, on peut avoir
une aide quand on est sur des eaux souterraines qui sont bien protégées par la profondeur. Et à ce moment-là, on peut faire une suivi de cette eau brute avec comme point d'intérêt de faire un peu une biosurveillance et de voir s'il n'y a pas une intrusion ou une augmentation de la biomasse au niveau de l'eau brute. Mais ce n'est pas vraiment dans ce cadre-là que la TP-métrie est le plus pertinent. Alors, si je peux me permettre de t'interrompre, Vas-y. pour l'eau brute, nous, on a quand même constaté un intérêt pratique. On a eu le cas il y a 5 mois maintenant d'une non-conformité réseau dont on n'arrivait pas forcément à trouver l'origine. Et en fait, par les analyses laboratoires, on s'est juste rendu compte que la charge bactériologique de l'eau brute avait augmenté par rapport à ce qu'on avait d'habitude et que le seul UV qui était en place ne permettait plus de contenir la charge et de distribuer du coup une eau conforme aux paramètres voulus. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'être capable de qualifier, de voir s'il y a une certaine stabilité bactériologique sur l'eau brute via l'ATP, ça nous aurait peut-être permis de pouvoir justement identifier cette question-là dans les causes possibles du défaut finalement. Donc ça peut permettre peut-être d'aider à savoir si nos traitements sont bien dimensionnés par rapport à notre brut qu'on reçoit. Après, voilà, Oui, c'est alors une c'est vrai qu'il y a idée ce qu'on cas-là a eue. aussi qui a entre autres été mis en place dans la Régie des eaux de Montpellier. La Régie des eaux de Montpellier a une eau qui vient principalement de la source du Lez, qui est une eau de base de très bonne qualité microbiologique. En revanche, en période de sécheresse, quand c'est nécessaire, on bascule sur un traitement de l'eau du Baronne. Et là, on passe d'une eau qui est à moins de 10 picogrammes d'ATP, donc à moins de 4 logs, à une eau qui peut atteindre 6 logs. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, sur le basculement d'eau brute, ça peut permettre de caractériser et d'optimiser la filière de traitement. Voilà, ou mettre en place un traitement ponctuel complémentaire, d'aider à savoir quand est-ce qu'on peut lancer ou pas un traitement ponctuel. Ça peut être un petit plus, je pense, pour certains exploitants. C'est vrai. Donc, on a une autre question qui est combien de temps les échantillons restent contrôlables en ATP-métrie et sous quelles conditions? Donc, de base, lorsque vous êtes sur le terrain, les flacons qui sont fournis sont des flacons sans thiosulfate et il faut faire l'analyse dans l'heure qui suit. Lorsque l'on va avoir un retour au laboratoire avec un long temps de conservation, il est indispensable d'utiliser des flacons contenant du thiosulfate. De toute façon, en règle générale, si on a un doute, on est sur du prélèvement microbiologique, on applique les règles du prélèvement microbiologique identiques à ceux de la culture. C'est aussi simple que ça, parce que ces règles-là sont très bonnes et très performantes. Comment vérifier la qualité des réactifs, date de péremption, conservation au froid? Donc, la date de péremption, elle est écrite sur les sachets. La qualité des réactifs, alors justement, dans notre ATP-métrie, on a un ajout dosé interne à chacune des analyses et il est nécessaire d'avoir un minimum de réaction, de quantité de RLU lorsqu'on a l'ajout dosé. Donc, le tableur Excel ou les applications vont vous signaler s'il y a un souci et vont refuser de vous rendre un résultat. Tout simplement. Donc, en fait, sur chacune de vos analyses, le standard va vous permettre de faire ce contrôle de la qualité de vos réactifs et de valider ou non votre analyse. Dans le livret, d'ailleurs, sur l'avant-dernière page, il y a un protocole qui permet de vérifier l'état des réactifs et du matériel, le fonctionnement du matériel. C'est une procédure qui met moins de 5 minutes. On met un tube vide, on fait une lecture, on a 0 RLU, ça se passe bien. On réhydrate l'enzyme, on a 0 RLU, ça se passe bien, c'est que l'extractant n'est pas contaminé. Et on rajoute une goutte d'ajout dosé et on doit avoir plus de 400 RLU. Bon, je reviendrai en détail la semaine prochaine là pour les collectivités et après pour d'autres exploitants, sur tous ceux qui sont équipés de nos technos, pour refaire une petite piqûre de rappel sur les bonnes pratiques de la méthode de prélèvement à l'analyse et revenir aussi sur comment vérifier que ma méthode elle est bonne, quoi. Voilà. On a une question aussi sur le tampon de Lise. Donc oui, le tampon de Lise, il a été développé pour être très efficace sur toute la partie bactériaux. Le seul problème, c'est que lorsque l'on parle de microbiologie, il peut y avoir des organismes qui aussi
qui vont être des organismes eucaryotes, hein, comme des parasites, qui vont aussi être lysés par cette solution de lyse. Donc, même si elle est quand même très, très orientée pour détecter la partie bactériologique, elle peut aussi détecter la présence de caryotes. Une petite indication supplémentaire, il n'y a pas d'ATP dans les virus, hein, donc la TP-métrie ne peut pas détecter la présence de virus. Sur la partie autorité sanitaire, alors bon, vous avez pu voir à travers les présentations qu'il y avait certaines régions qui en effet avaient porté leur attention sur cette techno, qui l'acceptaient sur les validations de certaines méthodes. Maintenant, toutes les régions sont pas identiques, hein, on n'a pas pu non plus a pris le temps encore de pouvoir accompagner certaines collectivités ou des exploitations des exploitants sur des réunions. Il y en a quelques-unes qui sont au programme. Voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire maintenant, peut-être d'un point de vue régional. Voilà, nous on a fait notre travail un petit peu là-dessus sur la méthodo, sur la partie utilisation. Alors, on va voir comment ça va se passer sur les semaines et les mois à venir. Voilà, sur peut-être des guides. Enfin, il y a plein de choses qui sont actuellement en étude. Voilà, il y a sur les Hauts-de-France, il y a une question qui a été posée. Je sais qu'ils sont informés de cette techno. Maintenant, voilà, c'est plutôt des réunions de travail d'un point de vue région, je pense, qui est à programmer. Une question, est-ce que c'est programmé, cette méthode est adaptée aux régions tropicales? Oui, pas de souci, hein. Alors je pense qu'on fera peut-être ce genre d'intervention, mais on a déjà ces kits qui sont utilisés, voilà, dans d'autres, en dehors de France, voilà, et de l'Europe d'ailleurs, donc en Afrique, pas de souci particulier. Maintenant, avec les kits sont lyophilisés, donc peuvent se conserver 3 mois à température ambiante. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. On les remet après au frigo. C'est une conservation d'1 an. Donc, il n'y a aucun problème sur ces utilisations sur ces régions tropicales. Bon, je vous lis au fur et à mesure les questions qui arrivent encore. On arrive pratiquement au terme de ce webinaire. Une question, est-ce qu'on doit calibrer le lumino? Non, ce sont des appareils de détection de bioluminescence. Ça ne se calibre pas. Par contre, ça peut se vérifier. Hein, donc, on a des procédures justement mises en place. Soit vous pouvez faire des contrôles internes avec une procédure qu'on vous communique, ou bien on a mis en place aussi une rotation, voilà, une vérification en interne ici chez nous pour faire un nettoyage complet de l'appareil, pour faire une vérification aussi une linéarité de l'appareil pour vérifier avec des solutions, voilà, étalons qu'on utilise nous ici. Et en complément, de toute façon, vu qu'à chacune de vos mesures, vous avez un ajout dosé, cet ajout dosé doit donner un minimum de RLU. Si pour X raison, l'appareil avait un souci de détection ou parce que vous avez renversé un tube dedans, ça avait opacifié la lentille, vous n'allez pas atteindre le nombre de RLU nécessaire pour valider votre mesure et vous ne pourrez pas rendre un faux négatif. Donc, YAS, la standardisation, là aussi, va vous protéger. Alors, une autre question qui est arrivée, est-ce que ça peut être adapté au suivi des autres piscines? Alors, écoutez, je vous laisse. Oui, c'est adapté. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est un secret ou non, mais normalement, si je donne rendez-vous au prochain JE de Poitiers, voilà, j'en fais une petite com aussi, où je pense qu'on devrait parler de la TP-métrie dans le milieu de la piscine. Donc voilà, donc notamment par l'intermédiaire, je sais qu'il est à l'écoute de Nicolas Simon de l'ARS, voilà, qui connaît très bien notre technologie et qui l'utilise lui dans le domaine de la piscine. Donc je pense qu'on prendra le temps, et d'ailleurs le temps sera pris au mois d'octobre pour l'évoquer, ces utilisations à la fois sur les surfaces, hein, sur les abords, mais aussi sur les autres piscines, puisqu'il y a un lien direct à ce niveau-là, mais tout à fait. Voilà, écoutez, je pense que là, toutes les questions, on arrive. Je tiens donc à remercier nouvellement les intervenants aujourd'hui pour leur disponibilité et puis remercier aussi tous les participants assez nombreux voilà, à cette présentation de REX ATP. Merci aussi à tous les agents autorités sanitaires présents puisqu'ils étaient aussi nombreux
à pouvoir à participer et être à l'écoute de ce que aujourd'hui du déploiement de cette techno qui est depuis plusieurs années maintenant. Donc je vous remercie encore pour tout et puis rendez-vous aux prochaines sessions de formation pour ceux qui sont équipés très prochainement et puis peut-être l'occasion d'un prochain webinaire avec la présence des autorités sanitaires, pourquoi pas, voilà, sur un petit peu les perspectives d'utilisation très officielles. Voilà, je vous remercie beaucoup encore à tous et puis j'espère à très bientôt. Voilà, bon appétit pour tout le monde, à bientôt, au revoir. Merci Yannick, merci Clément, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne Merci. continuation, à bientôt. Merci bien.